un écrivain suédois qui s'appelle Sven Lindqvist, a dit que c'était le siècle des bombardements. En effet, le premier bombardement aérien remonte au 1er novembre 1911. C'est un aviateur italien, le lieutenant Gavotti, donc, qui, au cours de la guerre entre l'Italie et l'Empire ottoman, jette les premières bombes, qui ne s'appellent pas encore des bombes, sur un campement donc d'une oasis en Libye. Un geste qui évidemment est anodin, il n'y a même pas de blessés, si je puis dire, mais en fait qui fait entrer l'aviation comme arme de guerre. Et c'est le début donc de toute une série de bombardements aériens qui ont été si nombreux au cours du XXe siècle. Je ne vous énumère pas les grandes dates. Ce qui fait que moins de 15 ans après le premier vol motorisé, Clément Ader, donc 1897, l'aviation devient une arme de guerre. Et dès 1912, Bertha von Suttner, donc l'écrivaine autrichienne qui a obtenu le prix Nobel de la paix en 1905, qui a été la secrétaire d'Alfred Nobel, écrit une petite brochure d'une trentaine de pages qui s'appelle Barbarisierung der Luft, la barbarisation du ciel, on pourrait traduire. Ce qui fait que, donc, dès 1911, le ciel est barbarisé, en fait, avec l'utilisation d'une nouvelle arme. Et elle écrit, donc, la guerre possède une nouvelle arme, une arme de plus, qui, de toutes celles qui ont été utilisées jusqu'à maintenant, se présente comme la plus diabolique. Et elle n'avait pas vu ce qui allait se passer par la suite. Dresde, Hiroshima, le Vietnam, et jusque maintenant, les fameuses frappes de drones. Donc le siècle des bombardements n'a pas épargné l'an 1944, mais même avant, et on va le voir parce que la mémoire de ces bombardements de la Première Guerre mondiale est capitale pour comprendre ce qui se passe en 1944. Alors si vous voulez, avant, et pour commencer, avant d'entrer vraiment dans l'exposé, on va faire une petite promenade dans les rues de Laon. On va se livrer à ce qui est un de mes plaisirs personnels, l'odonymie, l'étude des noms de voies, de rues, de places et autres. Et quand on arrive à Laon, c'est mon cas, moi je suis de la région, mais je ne connaissais pas vraiment Laon. Quand je suis arrivé il y a 50 ans, en 1974 au lycée pour la première rentrée, je me suis promené dans la ville et j'ai été frappé immédiatement par le nombre de rues qui portent la mention victime des bombardements. Le plus fameux, alors il y en a en Ville-Basse, vous l'avez devant vous, rue de l'abbé Bossu, victime des bombardements. Ensuite, si l'on continue, rue Schaeffer, victime au pluriel des bombardements, un père et ses deux fils. Si on reste, avant de monter en ville haute, on continue donc la rue Pasteur et on va vers Ardon, on arrive à la rue Georges Souvrezy, victime des bombardements. On va prendre une rampe d'Ardon, évidemment, et puis on arrive sur le plateau et là on va trouver le square de la Bellino, victime des bombardements, on est près de Saint-Martin. Et puis il y a même une cinquième voie, ce n'est pas une rue, ce n'est pas une place, c'est une place, donc qui est la place Sœur Marie-Madeleine. Pardon, Marie-Catherine. Marie-Madeleine. Parce que j'ai Marie-Madeleine sous les yeux, donc Marie-Catherine, donc qui était la supérieure de l'Hôtel-Dieu, des Augustines de l'Hôtel-Dieu en 1944, qui est aussi une victime des bombardements. Alors, c'est pas indiqué là, alors je ne sais pas si dans la première mouture de cette plaque,
il y avait les victimes des bombardements. Je ne me souviens plus, il y a peut-être des photos, bon, ça serait toujours intéressant à consulter. Alors, ce petit inventaire rapide, 5 voix dédiées à des victimes de bombardements, c'est énorme. Si vous allez dans les autres villes de l'Aisne qui ont été aussi touchées par les bombardements de 1944, Tergnier, Saint-Quentin, Hirson, principalement, vous n'avez pas de rues qui sont dédiées à des victimes de bombardement, et de toute façon pas autant. Alors en même temps, ça pose des questions, parce qu'il n'y a pas de date, pas de jour. Et puis il y a même la formule qui est assez équivoque. Victime des bombardements. Une personne peut-elle être victime de plusieurs bombardements successifs? Je vous le dis. Si on meurt une fois. On peut être blessé, c'est pas ça. Alors on pourrait être blessé et effectivement mourir lors d'un second bombardement. Mais cette formule pose quand même une question. Alors vous remarquez aussi que les plaques n'ont pas la même facture. On peut penser qu'il y a eu plusieurs campagnes successives pour dénommer des rues ou des voies en l'honneur des victimes des bombardements. À toutes ces questions, on va essayer de répondre, mais seulement dans une dernière partie. Auparavant, donc, on va évidemment s'intéresser aux bombardements eux-mêmes. Comment? Que s'est-il passé? Pourquoi ces événements, ces bombardements? Mais avant, il y aura donc une première partie de ces 4 parties successives. Comme je le disais tout à l'heure, l'An a connu d'autres bombardements. Il y a donc cette mémoire des bombardements, il y a donc cette période d'avant 1944, où on sait que le risque aérien existe, et que l'on s'attend éventuellement à prendre des bombes sur la tête. Donc première partie, si vous voulez, donc qu'on peut appeler « En attendant les avions ». Voilà. Alors, alerte aux avions. Alors c'est la couverture d'un petit manuel qui a été diffusé donc immédiatement après la déclaration de guerre de septembre 1939, qui a été réalisé par l'Éducation nationale et le ministère de la Défense nationale pour être distribué à tous les écoliers de France, enfin dans toutes les écoles de France, de façon à ce que dès l'âge scolaire, les enfants soient en mesure de se protéger des bombardements aériens et par voie de conséquence, on compte sur eux pour servir de relais auprès des parents, des adultes, pour leur rappeler un certain nombre de principes. Alors on voit très bien quel est l'ennemi, hein, j'espère. Si vous remarquez donc la croix donc, noire qui est sous les ailes des avions, bon, il n'y a pas de doute possible. D'ailleurs, si vous remarquez, ils viennent de l'Est, hein, ils ne viennent pas de l'Ouest, les avions. Donc ce sont des avions allemands. Vous remarquez donc qu'on a un soldat qui lance l'alerte, les avions arrivent, prenez les mesures qui s'imposent. Alors, bien sûr, on est en 1939, mais depuis la Première Guerre mondiale, il y a une sorte de psychose, une double psychose même, en France, dans la population, et pas seulement à Laon. Une psychose qui est née des 2 inventions les plus mortifères de la Première Guerre mondiale, les gaz, ce qui fait que si les avions lancent des bombes à gaz, il faut se protéger et porter des masques à gaz, savoir comment on met un masque à gaz. Et puis le deuxième danger, c'est bien sûr le bombardement aérien, puisque la Première Guerre mondiale voit la création d'une véritable aviation de bombardement. Au début, c'est très artisanal, hein, un petit peu comme avait fait Giulio Gavotti au-dessus de son oasis de Libye. Ça, on n'a pas tellement fait de progrès entre 1911 et l'automne 14, mais très vite, les choses deviennent sérieuses. La France, par exemple,
se dote dès janvier 1915 donc de 2 groupes de bombardement, avec des avions qui vont être de plus en plus spécialisés. Et d'ailleurs, la Première Guerre mondiale sur l'histoire de l'aviation, c'est ça, la spécialisation donc des appareils. Il y a les avions de chasse, les avions d'observation, les avions bombardiers. Et ce sont les Français qui vont bombarder l'An. Puisque l'An est occupé, vous le savez, depuis le tout début de la guerre, quasiment. Et il y a à l'An une gare, par où transitent beaucoup de personnel pour l'armée allemande, beaucoup de munitions, etc. Et donc, ça peut être intéressant de gêner, en tout cas, l'approvisionnement de l'adversaire. Et le premier bombardement dont on trouve trace dans les archives communales de l'An, c'est en juin 1915. Alors, c'est un peu anecdotique, ça fait penser forcément au film de Chaplin, Le Dictateur. Vous savez, lorsque c'est la grosse Bertha, cette fois-ci, c'est pas un avion qui tire cet obus et qui arrive cet obus sur les toilettes. Et bien, le premier signe d'un bombardement aérien de la gare à Laon, c'est qu'il faut réparer après le passage d'un avion français, donc les toilettes de la gare qui ont été endommagées. Et très vite, il va y avoir d'autres bombardements et bientôt des victimes. Il y a en particulier le 18 juin 1916 un témoignage allemand justement, c'est quelqu'un que je connais bien, dont j'ai eu l'occasion de parler peut-être à certains d'entre vous lors d'autres occasions. C'est l'architecte de Karlsruhe, Hans Sibelius, donc celui qui a créé le fameux cimetière Saint-Vincent qui a disparu maintenant, dont il ne reste que quelques pierres, dont une qui est visible maintenant à l'office de tourisme. Et Sibelius donc écrit à son épouse Dora, donc au lendemain de ce bombardement, il dit je sais ce que c'est que maintenant que l'effet d'une bombe. C'est terrible. Alors effectivement, une bombe est tombée sur un dépôt de munitions qui était justement à côté d'un train qui était en partance pour l'Allemagne avec des permissionnaires, des réservistes permissionnaires. Et là, il raconte comment il a vu 5 cadavres déchiquetés et il explique je ne peux pas te décrire dans quel état étaient les cadavres. 1917, là, c'est l'hospice de Montreuil qui est bombardé, on est très près des voies, bien sûr. Et là, il y a 7 morts, au point qu'il va falloir donc évacuer l'hospice pour éviter de nouvelles pertes humaines. Et puis, je ne vais pas vous énumérer tous les bombardements de 14-18, mais pour vous dire que c'est un phénomène qui a pu frapper évidemment les Lannois, ceux qui étaient encore à Laon, mais ceux qui sont revenus après, puisqu'on a parlé de ces bombardements, puisque les bombes ne tombaient pas que sur la gare déjà, et en particulier ce fameux bombardement du 1er avril 1918. Alors apparemment c'est une erreur de l'aviateur français donc, qui a lancé une bombe sur un convoi funèbre, tuant donc notamment les porteurs du cercueil. Le bilan, je ne l'ai pas établi, ça serait peut-être intéressant à faire. Je me demande même s'il n'est pas supérieur aux pertes lannoises pendant la Deuxième Guerre mondiale. Toujours est-il que le 2 novembre 1919, on fait la messe des morts à la cathédrale à la mémoire, des soldats originaires de Laon, morts pour la France, et des victimes des bombardements. Donc à la suite de la guerre, on ne s'étonnera pas qu'on prenne toute une série de mesures préventives. Ça commence très tôt. Alors, vous avez sans doute entendu parler de la défense passive. Et la défense passive, en fait, le premier texte, quand on regarde la très belle série d'archives qu'il y a d'ailleurs dans les archives communales de Laon sur la défense passive, le premier texte remonte à 1923. 9 août 1923. Puis après, il y en a toute une série
notamment le 25 novembre 1931, des instructions pratiques sur la défense passive contre les attaques aériennes. Quelles mesures prendre? C'est-à-dire que Hitler n'est pas encore au pouvoir en 1931, bien sûr. Mais c'est surtout, bien évidemment, à partir de 1935, avec le rétablissement des services militaires en Allemagne, la première montée des périls, que les mesures vont se renforcer et que la loi relative à l'organisation des mesures de protection et de sauvegarde de la population française est prise donc en août 1935. C'est l'organisation officielle de la défense passive, 4 ans donc avant la déclaration de guerre. Alors toute une organisation extrêmement pensée, du national au local, quelque chose de pyramidal, avec donc toute une série de mesures, des distributions de masques à gaz, des exercices de la population. Chose très importante, donc, c'est l'installation de sirènes pour lancer donc des alertes. Et des sirènes, évidemment, pour être sûr qu'elles marchent, il faut les essayer. Donc c'est le fameux essai de la sirène, tous les premiers mercredis du mois, pendant 1 minute 41, de façon à vérifier donc le bon fonctionnement en cas de nécessité. Il y a toute une organisation humaine qui se met en place avec donc des responsables à différents échelons de la défense passive. Et au niveau d'une ville, il y a un directeur donc, de la défense passive départementale, au niveau municipal également, et puis la ville, enfin toute ville importante, est divisée en secteurs auxquels on attribue une lettre de l'alphabet, chaque secteur étant divisé en îlots. Donc là, il y a 10 secteurs, 67 îlots, avec à chaque fois un chef d'îlot responsable du bon fonctionnement de la défense passive, c'est-à-dire c'est lui qui doit veiller, faire le pointage si toutes les personnes de son groupe sont bien là, si la population va donc bien être amenée à respecter les mesures de protection, qui va faire évidemment les constats au lendemain des bombardements. Voilà donc ce qui se met en place. Cela semble fonctionner. On fait évidemment le recensement des caves pouvant accueillir la population, qui peuvent être transformées en abris. Là, on peut peut-être passer une image suivante, je pense. Voilà. Alors, là, on n'est pas très loin du lycée, d'ailleurs. C'est une image qui m'a été généreusement prêtée par Guy Bailly, qui connaît le lycée sous-sol et même au-dessus, je pense, comme sa poche. Et là, donc, il explore les galeries. Là, on trouve une multitude de traces de la défense passive, comme vous le voyez, d'épées, donc, avec une indication de direction. On trouve encore des supports de fils téléphoniques, etc. Et quelques autres objets, on en verra un tout à l'heure. Quand il n'y a pas assez d'abris, de caves, encore que là, évidemment, nous, avec les 2 niveaux de caves, quelquefois plus, donc normalement il devrait y avoir assez de place pour tout le monde, mais vous allez voir que ce n'est pas toujours le cas. On prévoit la construction de ce qu'on appelle des tranchées abris pour protéger la population. Et ça, on va trouver des tranchées abris, même en Bretagne, dans toute la France, si vous voulez, au cas où il y ait évidemment des bombardements aériens. Alors on arrive comme cela au mois de mars 1944, début mars 1944. Là, les bombardements, on commence à en parler dans certaines villes. En février, il y a déjà eu un bombardement sur Ternier. Et puis voilà le coup de tonnerre, là, le 2 mars 1944. Vous avez peut-être vu un article il y a quelques semaines dans un Mignon Dimanche, une grande page, donc avec une grande photo, avec des cercueils. Moi, je ne vais pas donner dans le morbide aujourd'hui. Je ne verrai pas de victimes, vous ne verrez pas de bombes descendre, c'est sinistre. Donc, il y a le 2 mars 1944 à Saint-Quentin, un bombardement
par l'US Air Force, donc les Américains, 91 morts. Le problème, c'est qu'on ne sait pas encore aujourd'hui si c'est une erreur, c'est vraisemblablement une erreur de cible. 50 ans, en tout cas, n'est pas sur la liste des objectifs à bombarder, contrairement à là. Donc là, les autorités, préfet en tête, se disent là, il faut peut-être faire attention, parce que bien évidemment, la préfecture ne connaît pas les plans des Alliés pour les bombardements à venir. Donc il faut prendre des mesures. Et on va donc réunir d'urgence, à partir du 5 mars, les chefs d'îlots, les chefs de secteur, et puis le 9 mars, une réunion générale. Entre-temps, il y a 6 mars, bombardement à Hirson, avec des morts. Les choses deviennent sérieuses, et à là, on commence à se dire, quand viendront-ils ? Et on prend des mesures. Par exemple, le 17 mars, en ouvrant le journal, on ne l'ouvre même pas d'ailleurs, parce qu'il y a une page unique recto verso, on apprend qu'il y avait une séance, il y avait la Tosca qui devait être représentée au théâtre municipal, l'église, l'ancienne église Saint-Rémy-aux-Venoux, la mairie annexe aujourd'hui, et que c'est annulé. Ça devait avoir lieu dimanche, mais c'est annulé parce qu'on vient de découvrir que les abris sous le théâtre sont insuffisants pour la capacité de la salle. Donc vous voyez, les choses commencent à devenir sérieuses et la question lancinante, c'est quand viendront-ils ? Donc là, on peut peut-être passer à la suivante. Quand viendront-ils ? C'est la seule image que vous allez voir. Donc là, c'est une soute d'un bombardier anglais, britannique, Halifax. Donc c'est le principal appareil utilisé par les Britanniques et les Australiens, donc, qui sont ensemble, et qui vont intervenir au-dessus de Laon à 4 reprises, donc à partir du 13 mars. Donc ils partent d'Angleterre, bien évidemment, il y a toute une série de terrains, et ils vont semer les bombes au-dessus des objectifs qui leur ont été désignés. Donc ensuite, là il y a donc le passage, voilà, alors, voilà le titre, le grand titre du journal L'Argus, donc au lendemain du premier bombardement, nos libérateurs sont venus. On voit tout de suite aussi l'enjeu que représentent ces bombardements. Comment pouvez-vous croire en des libérateurs qui viennent vous tuer? Comment pouvez-vous leur faire confiance? Vous imaginez donc le boulevard pour la propagande de Vichy, pour la propagande de Code-Labo et pour la propagande allemande. Effectivement, donc, le premier bombardement, c'est le 23 mars 1944. Alors, c'est un peu après 22h30. Ça dure pas très longtemps, parce que ça dure que 20 minutes, mais vous allez voir pourquoi ça dure 20 minutes. Alors, d'abord, il n'y a pas de sirène, il n'y a pas d'alerte, parce que, pour une raison que je n'ai pas élucidée, toujours est-il que, et c'est noté notamment dans les rapports des chefs d'îlots et de secteurs, l'électricité a été coupée. Alors, est-ce que c'est un sabotage? Toujours est-il que... et donc, la population n'a pas pu être prévenue à temps et donc gagner les abris avant les premières bombes. Alors, en fait, il y a donc 143 appareils britanniques qui survolent Laon ce soir-là, et qui emporte donc 292 tonnes de bombes. Par chance, les bombardiers arrivent en 2 vagues. Il y en a donc 73 qui larguent leurs bombes, et la deuxième vague va devoir rebrousser chemin, donc et ne pas mener son action parce que les conditions donc, ne sont pas réunies. Toujours est-il donc qu'on a quand même au sol 1137 impacts,
dont seulement 160 sur les installations ferroviaires elles-mêmes. C'est-à-dire qu'à 80%, les bombes sont allées ailleurs, dans les quartiers environnants. Alors c'est le quartier de la Gare qui commence à prendre, la cité des cheminots, bien évidemment. Il y a même des bombes sur des tranchées abris. Bon. Le bilan, c'est 7 officiels, c'est 7 civils tués. Alors là, il y aurait tout un travail à faire de vérification, parce que je pense qu'il y a sans doute à préciser tout ça. Enfin, le bilan officiel, c'est 7 civils tués. Il y a sans doute des Allemands aussi, puisqu'il y a une tranchée abri où se trouvaient des Allemands. 9 blessés. Première chose qu'on peut constater, c'est donc la chasse de nuit allemande, qui doit intervenir, n'est pas intervenue. Alors c'est curieusement, pas d'alerte, pas d'intervention de la chasse allemande, donc qui se trouve à Juvincourt et à Athis-Soulan. Et puis, le bilan, il y a beaucoup de trous, si vous voulez, c'est sûr, mais finalement, au bout de 48 heures, le trafic peut reprendre. Et en fait, ça va être très vite noté, en particulier par les agents de renseignement de la résistance. Il y a un réseau qui s'appelle le réseau Eleuther, qui a été créé donc l'année précédente, en 1943, et animé notamment par quelqu'un qui a été un peu connu aussi comme écrivain de romans d'espionnage, donc qui s'appelle Pierre Nord. Enfin, c'est un pseudonyme. Son nom, c'est André Brouillard. Il est né au Cateau, il a grandi à Saint-Quentin, il était à Saint-Quentin pendant la guerre. Il a écrit un roman sur la vie à Saint-Quentin pendant la guerre. Tout ça, c'est un personnage qui est lié à l'Aisne, d'une certaine façon. Et donc, les gens d'Eleuther, par exemple, après le bombardement d'Hirson, disent qu'après 4 jours, toutes les liaisons à partir d'Hirson, vers Charleville, vers Laon, vers Lille, ont été rétablies. Ça pose déjà la question, donc, est-ce que les bombardements donc, sont efficaces quand on cherche à frapper donc, les gares pour gêner éventuellement l'adversaire? Mais ça, ce sont des questions que nous posons, auxquelles nous allons essayer de répondre dans la 3e partie. Nous sommes encore que dans la 2e. Quelques semaines se passent, et puis arrive le 2e bombardement, 11 avril, c'est pour ça donc que cette date du 12 a été choisie, vous êtes aujourd'hui réunis dans cette salle. 11 avril, donc, c'est le mardi de Pâques, on va dire, c'est peu de temps après Pâques que survient ce bombardement. Alors là, il y a des vagues donc, qui partent massivement donc, vers Tergnier. Ce n'est pas les mêmes qui vont bombarder Laon ensuite, donc qui partent avec quand même 690 tonnes de bombes sur Tergnier. Il va y avoir 82 morts. Et une autre vague donc arrive vers 3h30 du matin. Tous les bombardements auxquels je vous parle sont de nuit. À la limite, il aurait fallu qu'on fasse la conférence de nuit, pour être dans les circonstances de l'époque. 3h30 du matin, donc alerte. Cette fois-ci, l'alerte, les sirènes fonctionnent. Et là, les bombes descendent. Le bilan, plus important que la première fois, 14 morts, 15 blessés, en particulier beaucoup de... Même chose, même répartition, quelques objectifs ferroviaires touchés, mais également beaucoup de bombes qui tombent sur la cité des cheminots, où on relève donc plusieurs morts, et en particulier, je ne voudrais pas vous donner la liste des noms, c'est pas, ça serait intéressant, mais on ne va pas rentrer dans ces détails. Mais il y a une famille, notamment la famille Agneret, donc le père et la mère sont des agents SNCF, qui sont tués dans le bombardement, et M. Agneret est de Calais. Et il a accepté donc d'héberger, à la demande d'un ami calaisien, une fille. Ah non, arrêtez ça, non, ne passe pas ça. C'est bon ça. Ça c'est la suivante alors. Voilà. Très bien. Il a accepté d'héberger donc la fille d'un couple de Calaisiens donc, qui s'appelle
Daniel Bouclet, qui a 6 ans, qui est né en 1938, et qui est tué donc chez les deux Lannoy, deux cheminots lannois qui l'avaient recueilli. Ce jour-là, c'est ce jour-là aussi que meurent les premières victimes du bombardement qui sont honorées par les plaques. En particulier, là, il s'agit des Schaeffer, donc qui habitent rue de la Bouloire et qui sont donc tués dans l'effondrement de leur maison. Le père donc, et les deux fils qui sont étudiants, le plus jeune a 17 ans, et le père, lui, est comptable au syndicat agricole. Donc, la mère survit, et Madame Schaeffer, donc certains l'ont peut-être connue, puisqu'elle est décédée seulement en 1975. Le bilan sur le plan matériel est peut-être plus intéressant là, pour les Alliés, puisque 30 locaux sont détruits. Détruire une voie, je vous dis, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, puisque la voie peut être réparée assez rapidement. En revanche, les locomotives, ça c'est intéressant, puisque c'est long à fabriquer une locomotive, et c'est autant d'engins de traction qui feront défaut aux Allemands. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que le 11 avril, là, la chasse de nuit est fortement intervenue. Des terrains d'Aki et de Juvincourt, donc il y a des pilotes allemands qui ont abattu plusieurs Halifax, plusieurs Lancaster. Il y a à peu près une dizaine d'appareils qui ont été abattus. Ce jour-là, il y a eu des pertes, c'est-à-dire ça c'est pris en compte également par les Alliés, c'est-à-dire que quand ils envoient 180 avions, ils savent qu'il y a un certain pourcentage qui ne reviendra pas. Le pourcentage est plus faible d'ailleurs en France qu'en Allemagne, puisque là la FLAC, la DCA allemande est beaucoup plus importante, beaucoup plus performante que la FLAC allemande en France, autour des villes françaises. On arrive au 3e bombardement, donc là, cette fois-ci, c'est beaucoup plus rapproché, puisque c'est le 23 avril, un dimanche. Un bombardement très long, très violent, 1h15 dans les abris. Il y a 169 bombardiers, avec des équipages comme le 23 mars, britanniques et canadiens, 40% on imagine. Alors, je ne vais pas vous raconter, c'est pas l'objet, la technique du bombardement. Il y a donc des avions qui sont en éclaireur, qui donnent qui indiquent un peu les cibles, et puis les autres. Après, il y a un chef qui est là pour donner le signal, et puis après les autres suivent. C'est très codifié tout cela, de façon à être le plus efficace possible. Il y a des entraînements, on n'arrive pas à bombarder comme ça au-dessus d'une ville sans entraînement, bien évidemment. Toujours est-il que là, on a 3000 impacts. Il y a alors des wagons de munitions qui sont touchés, ce qui fait que ça va exploser pendant plus d'une journée. Donc, pédarade formidable donc, à Laon. La cité des cheminots, cette fois-ci, quasiment épargnée, en vies humaines, j'entends bien, parce qu'elle a été évacuée. C'est-à-dire qu'il y a des mesures qui sont prises, il y a des mesures préventives, complètement préventives, mais il y a aussi des mesures qui sont issues de l'expérience des bombardements au fur et à mesure. Et là, c'est tout à fait caractéristique. Même chose pour Tergnier. Les bombardements sur Tergnier seront de moins en moins désastreux pour la population, puisque la population sera éclatée, dispersée autour, donc dans les villages autour de Tergnier. Même chose pour la cité des cheminots à Laon, où là, les gens vont aller jusqu'à Pény-Loisy, etc., et plus loin, quoi. Alors, ce jour-là, il y a 5 morts, ce qui est relativement peu. C'est le plus faible bilan des 4 bombardements de Laon en 1944, mais c'est un bombardement qui fait des victimes, justement, on va dire, peut-être un peu plus marquantes, puisque c'est là que l'abbé Bossu donc, perd la vie. Alors, indirectement, parce qu'en fait, il y a 3 bombes qui tombent sur la ville haute, qui viennent se perdre en ville haute.
je ne pense pas que pour les précédents bombardements, donc, il y ait des bombes qui soient tombées en ville haute. Et là, il y en a une qui tombe, alors sur ce qu'on appelle maintenant la place Aubry, mais la place Aubry, elle ne porte pas ce nom-là à l'époque. C'est la... Je ne sais pas quel est son nom d'ailleurs, avant. Et puis, il y en a une qui tombe rue du Cloître, la maison donc de l'avoué Delot. Et c'est d'ailleurs en se rendant, donc apprenant qu'une bombe est tombée sur la maison Delot, que l'abbé Bossu monte de veau de son presbytère pour aller voir son ami, enfin s'il y a du dégât là-haut. Et en entrant dans la maison, donc, il va prendre une poutre sur la tête et donc il va être tué. Donc c'est une victime, on va dire, indirecte du bombardement, mais toujours est-il qu'il est mort à la suite du bombardement du 23 avril. Et puis il y a une bombe qui tombe sur le presbytère de Saint-Martin, qui le réduit donc à rien. Et à l'intérieur, donc, ces deux occupants sont tués. L'abbé Hinault, donc, qui était curé de Vaud depuis 1938, et sa sœur, de Saint-Martin, pardon, depuis 1938, merci. C'est le chanoine Bossu qui était curé de Vaud. Et l'abbé Hinault, donc, qui est tué, ainsi que sa sœur, donc, qui lui servait de gouvernante. Donc voilà, 2 morts sur les 5 qui sont des membres du clergé lannois. Et l'abbé Bossu, c'est lui qui avait dit la messe des premières victimes du 23 mars. Là, ce soir-là aussi, cette nuit-là, il y a aussi une vive réaction de la chasse allemande. 9 bombardiers sont perdus par les Alliés. On arrive donc au dernier bombardement, donc celui du 23 juin, qui est aussi le plus tragique en termes de vies humaines, puisque là, il y a 23 morts, puisque là, ce sont des bombes qui tombent sur le... Alors, ça commence à partir de minuit et demi, la première... L'alerte retentit à minuit et demi, et à l'Hôtel-Dieu, alors, tous les malades transportables ont déjà été descendus, comme tous les soirs, puisque là, on est après le débarquement, le débarquement, c'était le 6 juin, là, les Alliés sont en train, bon, pas toujours facilement bien sûr, de progresser, et donc la situation est de plus en plus tendue, donc tous les soirs on descend dans les abris pour le cas où, et donc les malades qui pouvaient être transportés descendent dans les abris, il en reste ceux qui sont jugés intransportables, mais qu'on pourra transporter si vraiment on a besoin de le faire. Et donc l'alerte est donnée, à ce moment-là, donc quelques membres du personnel, des religieuses et de leurs collaboratrices, donc, vont chercher les blessés qui peuvent encore être transportés. C'est le cas de sœur Marie-Catherine, la supérieure, qui redescend donc avec 9 malades, au moment donc où arrive une bombe, et donc tout le monde est tué. Il y a 17 torpilles, dit le directeur des hospices, qui fait un rapport qui est très intéressant, qui se trouve dans les archives communales de Laon. On n'a pas la date, enfin c'est fait sans doute peu de temps après. 17 bombes torpilles, dont certaines bombes incendiaires. Et là, ça va être, on peut passer peut-être à la vue suivante, je ne sais plus si... Oui, alors, on passe très vite, ça c'est les rapports de Gévillot, vous êtes trop loin, on n'est pas chez l'opticien et l'oculiste. Donc ça c'est l'abbé Bossu, oui, alors c'est pareil, c'est très loin. Ça c'est ces images qu'on mettait dans les livres de messe, vous savez, qui retracent la carrière de l'abbé Bossu. Alors là, il faut quand même en dire quelques mots, parce que l'abbé Bossu, c'est un personnage de l'histoire lannoise, à la fois parce qu'il est donc curé de Vaud depuis 1907, dès avant la guerre de 14. Pendant la guerre de 14, il a joué un rôle de résistant. Il a même été d'ailleurs condamné, il a été déporté en Allemagne. Et il a été très engagé dans le quartier de Vaud, dans toute une série d'œuvres sociales. Bon, non seulement il a créé un bulletin paroissial, le Messager de Vaud, mais surtout il a créé des œuvres, donc une salle Jeanne d'Arc, il a fait du cinéma, c'est un des premiers curés à Laon à avoir fait du cinéma.
Groupe de théâtre, il a écrit lui-même des pièces, Une passion détruite, bon, ça c'était assez courant à l'époque. Un personnage très très engagé, alors en plus un personnage très grand, très fort, étant capable de faire le coup de poing, même quelquefois avec des gens qui n'étaient pas de son avis, paraît-il, hein, d'après les témoignages qu'on a, très respecté, mais en même temps, donnant sa position et en respectant, si vous voulez, qu'il pouvait y avoir une autre façon de penser. Et une fois, quelqu'un le faisait, c'était la blague habituelle, vous savez, quand vous voyez quelqu'un en soutane, croix, les corbeaux, etc., et à ce moment-là, donc, il n'a pas hésité à faire le coup de poing, paraît-il, ce genre, bon, quand il était curé de pays voisine. Donc, personnage, donc, important, et pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a aussi, donc, fait de la résistance, enfin, contribué à des actes de résistance, ce qui fait que c'est vraiment une personnalité danoise, hein, au point que les documents que vous avez sous les yeux ont été remis par sa famille il y a 2 ans, je crois maintenant, ou 3 même, au musée de Laon, hein, puisqu'il pourrait y avoir un jour une exposition qui s'appellerait Laon d'une guerre à l'autre. Les personnages de l'abbé Bossu, évidemment, ne pourraient pas manquer d'être évoqués. Oui, après on peut passer, alors peut-être, puisqu'on arrive là, alors c'est encore l'abbé Bossu, oui, les personnages, il y a des documents, alors quand on a des documents, on les met, hein, bien sûr. Hein. Et je préfère mettre l'abbé Bossu que des bombes qui tombent. Alors ça, vous voyez, ça c'est des impacts, alors c'est le genre de, évidemment vous êtes trop loin, mais on peut zoomer peut-être, oui. Alors on commence à voir les choses, alors vous voyez les voies, ce qui reste des voies, ça il faut dire que plus les bombes, il y a très peu de sites de cibles, comme Laon, qui ont autant de bombardements successifs. Hein. Ce qui fait quand même qu'à la dernière fois, même s'il y a à chaque fois 10% des bombes qui tombent sur les installations ferroviaires, ça commence à faire, quoi. Hein. Donc. Et puis alors, vous voyez aussi la dispersion hors de la zone ferroviaire, avec des grands cratères. Donc, hein. C'est très impressionnant. Hein. C'est pas le chemin des dames, mais on n'en est pas loin. Et puis, c'est une photo qui provient de qui? Alors ça, le problème, c'est la source, je ne l'ai pas. Ça a été donné, c'est Guy Bailly qui m'a fourni un certain nombre de documents, alors qui récupère à droite, à gauche, à droite, c'est plutôt, c'est sur Internet, c'est pas sourcé, c'est toujours le problème. Hein. Beaucoup de photos de l'IGN. Alors, oui, mais alors l'IGN, c'est pas l'IGN qui faisait des photos. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des photos sans doute britanniques, puisque un bombardement, donc, c'est organisé en amont et en aval. C'est-à-dire qu'on vient constater le lendemain les résultats pour faire justement des rapports et puis pouvoir ajuster le tir, entre guillemets, la fois suivante. Et c'est ce qu'on va voir avec la photo suivante, je crois, encore que là, il y a peut-être... Alors ça, oui, ça c'est ce que je vous disais, on descend à la cave au mois de juin, et voilà, à l'abri, et on a donc, comme on descend tous les soirs, autant descendre un lit, quoi. Ça, on est sûr qu'on pourra dormir plus confortablement. Et il y a encore, ça c'est une photo de Guy Bailly, donc il a trouvé lors de ses explorations souterraines plusieurs lits ou paillasses comme ça qui étaient aménagés, qui ont été laissés peut-être en attente du prochain bombardement. Et puis on arrive à cette photo alors qui est extraordinaire, là, la photo britannique forcément, qui alors, les photos comme vous le remarquez, elles sont prises en plein jour. Hein, c'est pas des photos infrarouges, on n'a pas encore toutes ces techniques, ça n'existe pas. Donc les Anglais envoient le lendemain des avions donc, pour photographier les zones qui ont été bombardées. Et là, donc, on est le lendemain, sans doute, ou peut-être même le surlendemain, et on voit très bien donc, ce panache de fumée impressionnant qui est au-dessus de l'Hôtel-Dieu. Puisqu'en fait, les bombes incendiaires ont provoqué un incendie qui a détruit la quasi-totalité, sauf, je crois, il y a 2 petits services qui subsistent à la suite du bombardement. Et donc, c'est là que disparaît... le bombardement est assez court, en fait. Ça dure à peine une demi-heure.
Mais c'est évidemment très très grave pour ce qui se passe à l'Hôtel-Dieu, et en particulier les 23 morts sont presque tous donc à l'Hôtel-Dieu, ce sont des malades. Il y a des gens qu'on retrouve plusieurs jours et même plus longtemps encore dans les décombres, hein, puisque lorsqu'on commence à explorer les ruines qui sont refroidies. Et notamment, c'est là que disparaît donc sœur Marie-Catherine, donc dont son nom civil, c'était donc Simone Simon, hein, la mère supérieure. Alors, ce qui est un peu poignant, encore plus poignant, c'est qu'elle avait assisté au premier bombardement de Laon le 10 mai 1940. Et elle a fait un rapport à la demande du maire de Laon, donc Marcel Levin-Bray, hein, à l'époque, sur ce qui s'est passé à Laon, donc entre le 10 mai et le 17 mai 1940, et elle commence à dire, voilà, à 4h30 du matin, la sirène a retenti, et très vite après, on a entendu les bombes, et très vite après, on a vu arriver les premiers blessés, et elle raconte notamment les 2 premiers morts du bombardement de Laon le 10 mai 1940, la vendeuse de la librairie qui était installée au pied de l'escalier municipal, hein, qui a été touchée par une bombe allemande, et puis un vieillard qui était dans son lit et qui a été criblé d'éclats et qui est venu mourir donc quelques instants après à l'Hôtel-Dieu. Et elle qui avait écrit ce rapport, donc elle est elle-même victime du bombardement, du dernier bombardement de Laon, alors qu'elle avait raconté le premier de la Deuxième Guerre mondiale. Elle sera décorée de la Légion d'honneur, hein, par la suite. Et il y a une sorte de citation quasiment militaire qui est faite par le directeur des hospices pour rendre hommage donc, à son action, n'hésitant jamais à aller porter le réconfort aux malades malgré les bombardements, etc. Enfin, c'est très... c'est un texte très fort. Donc maintenant, on sait comment à peu près, je vous ai dressé un bilan. Pourquoi ? L'image d'après, je ne me souviens plus bien. Voilà, non, alors on laisse sur que la fumée continue, alors peut-être, voilà, de disparaître, de se dissiper. Alors pourquoi ? Vous vous doutez bien que 4 bombardements, ce n'est pas le hasard. Eh bien, il faut savoir que Laon, c'est une des 58 cibles, qui ont été déterminées pour la France par les services alliés. 58 cibles, chacune portant un nom de code. Laon, c'est Z 798, comme Ternier, c'est Z 592, comme Hirson, c'est Z 603. Il n'y a pas de continuité dans les... Alors, est-ce qu'il y avait plus de cibles potentielles et on a fait une sélection? Je ne peux pas le dire, je n'ai pas consulté les archives qui se trouvent donc en Grande-Bretagne, à Norwich, donc à l'université de East Anglia. Donc c'est en fait c'est un plan, hein, il y a 58 cibles en France, 20 en Belgique et une au Luxembourg, 79 cibles, on va dire dans le nord de la France, la Belgique jusqu'au Luxembourg, qui ont été fixées par les Alliés. Alors, petit rappel, conférence de Téhéran, décembre 1943, les 3 grands, Roosevelt, Staline, Churchill, décident donc il y aura un débarquement au premier semestre 1944, donc on fixe la date à l'époque au 1er juin 1944. Il y aura simultanément un autre débarquement, ce sera le débarquement de Provence qui n'interviendra finalement qu'au mois d'août, et puis une offensive soviétique donc à l'est pour mener le dernier assaut, qui va durer quand même encore quelques mois, contre l'Allemagne. Un commandant en chef est nommé, vous le savez, c'est Eisenhower,
qui jusque-là était responsable des opérations en Méditerranée, ça aurait dû être, certains pensaient le général Marshall, bien connu pour le plan Marshall, mais c'est pas lui, c'est Eisenhower. Eisenhower donc arrive à Londres début janvier, et c'est lui qui va prendre les choses en main. Et il va donc utiliser les services d'un certain nombre de collaborateurs, et parmi eux, alors il y a un personnage complètement l'intrus de l'affaire, on va dire, au départ, un zoologiste, qui est spécialiste de la sexualité des guenons. Ah, je savais que j'aurais un effet, là. Donc il s'appelle Salomon Zuckerman. Alors il est, donc, vous pensez donc, c'est un juif d'Europe de l'Est qui a émigré, mais pas en Grande-Bretagne, il a émigré en Afrique du Sud, où il a fait ses études, et ensuite donc il est devenu zoologiste. Et donc il s'intéressait beaucoup au cycle menstruel des guenons, etc. Et à partir de là, il va y avoir des relations avec un certain nombre de scientifiques, et puis pour lui, une prise de conscience importante, donc 1938, il se dit, là il y a un grand danger donc, avec le nazisme, pour la paix, pour l'Europe, pour le monde. Et donc il va devenir conseiller scientifique auprès du gouvernement britannique. Alors d'abord il va travailler sur les impacts des bombardements, notamment au moment de la campagne d'Angleterre, etc. Puis petit à petit il devient un peu le spécialiste de l'étude des bombardements, et il est chargé de faire un rapport sur un épisode qui intéresse beaucoup Eisenhower. C'est le débarquement en Italie. Alors vous le savez, les Anglo-Américains débarquent d'abord en Afrique du Nord, l'opération Torche. Ils traversent donc l'Afrique du Nord, ensuite ils débarquent en Sicile, et à partir de la Sicile, ils débarquent ensuite donc sur la côte au sud de Naples, à Salerne, sur la côte italienne. Et là, à Salerne, donc c'est au mois de septembre 1943, les choses se passent pas très bien, parce que les troupes de débarquement, une fois qu'elles ont pris pied sur les plages, il faut qu'elles puissent progresser. Et pour qu'elles puissent progresser, il faut surtout que l'adversaire ne puisse pas amener des troupes en renfort pour les bloquer. Et l'idée, donc, c'est d'étudier ce qui s'est passé, pourquoi le débarquement a failli mal tourner. Finalement, ça s'est joué de peu. Les Anglo-Américains ont réussi à débarquer et à progresser, mais il y a eu une dizaine de jours qui étaient incertaines. Et là, Zuckerman a l'idée, donc, ce qui a manqué, c'était justement des bombardements sur, non pas les voies ferrées seulement, mais sur les centres névralgiques du réseau ferroviaire. Centres névralgiques, c'est en fait les gares de triage et les ateliers de réparation de machines. Parce qu'il sait très bien que couper une voie avec une bombe, ça peut être très rapidement réglé comme problème. Et il va donc convaincre Eisenhower qu'il faut faire des bombardements sur un certain nombre de sites sélectionnés, de façon à empêcher toute arrivée massive de renforts une fois que les Alliés seront débarqués. Et même préventivement, puisqu'en fait la campagne commence à J-90. Sachant que le débarquement est fixé au 1er juin, les premières opérations commencent le 1er mars. Alors au début, la liste des sites n'est pas encore complètement, les cibles n'est pas encore complètement réglée. Ça sera réglé définitivement le 14 mars, mais apparemment on sait que, puisqu'on est bombardé, nous, à Lens, le 23 mars, qu'on est déjà sur la bonne liste, quoi. Et puis, c'est pas si simple, hein. Alors là, c'est très... Si ça vous intéresse, il y a toute une bibliographie avec des lignes notamment qui viennent de sortir, qui ont étudié notamment les archives de Zuckerman. C'est très intéressant de voir comment Zuckerman rencontre des difficultés pour faire triompher son plan, et Eisenhower par la même occasion. Il y a deux types de difficultés.
Premier problème, c'est que jusque-là, il y avait donc une aviation de bombardement stratégique, tant américaine que britannique, d'abord britannique, puisque, pas oublier, les Anglais créent la RAF, la RAF, la Royal Air Force, en 1917. Et c'est quasiment une armée dans l'armée, la Royal Air Force. Et il y a donc, à la Royal Air Force, quelqu'un qui va prendre le surnom, à qui on va donner le surnom de Bomber Harris, Arthur Harris, qui est le grand patron du bombardement stratégique, qui commence à avoir décidé, il y a des théoriciens, il y a des Italiens, il y a des Américains, des Britanniques, qui ont déjà théorisé dans les années 20-30 ce que pourrait être le rôle d'une aviation pour faire plier l'ennemi. Et en particulier, Harris est persuadé qu'en noyant de bombes donc, toutes les usines allemandes, tous les centres industriels, et puis bientôt toutes les villes allemandes, les Allemands finiront par demander grâce et demander la paix. Donc ça va être le début de ces fameux bombardements stratégiques sur l'Allemagne. Donc il est persuadé qu'il faut surtout bombarder jusqu'au bout. Et tant que il n'aura pas obtenu cette victoire par ce moyen, donc il continuera. Les Américains, c'est le général Spaatz, il a un peu la même idée. Lui, il s'intéresse beaucoup à tout ce qui est production d'essence synthétique, parce que c'est le nerf de la guerre. Quel est le nerf de la guerre? Est-ce que c'est le charbon? Est-ce que c'est l'essence? Il y a des véhicules qui roulent à l'essence, donc les chars roulent à l'essence, pas au charbon. Au gazogène, c'est quand même un peu difficile. Donc, en pilonnant, si vous voulez, tous les centres de production d'essence synthétique, on arrivera à quelque chose. Bon. Et il est évident que ces promoteurs et défenseurs du bombardement stratégique, quand Eisenhower leur dit il faudrait me donner des bombardiers pour aller bombarder les centres ferroviaires, ils disent non, vous rigolez, nous on sait comment il faut faire, faites-nous confiance, on ne va pas s'amuser à les bombarder. Bon. Des gares comme ça n'a pas d'intérêt, et surtout en France en plus. Et alors, Zuckerman, il a une réponse toute faite, il dit, par l'ironie, il dit, c'est évident, mais on sait très bien que si on bombarde le réseau ferroviaire, les trains rouleront plus vite. Et puis de toute façon, il dit, c'est ce qui lui a permis de l'emporter, il dit, de toute façon, moi j'ai Eisenhower dans ma poche, donc vous pouvez toujours raconter vos histoires, on finira par l'imposer. Ça a été difficile, mais il a réussi à imposer ce point de vue à Eisenhower. Il y a une deuxième objection qui est apparue. Il y a quand même un problème de taille. Bombarder la France et la Belgique, et c'est pas l'Allemagne. L'Allemagne, c'est les ennemis. La France, on était alliés quand même avec la Grande-Bretagne, et puis il y a des résistants, et puis... il y a beaucoup de réticences donc, en Grande-Bretagne, dans différents milieux religieux, politiques, notamment, qui disent non, en plus après la paix, il faudra quand même travailler avec les Français. Vous imaginez, on va arriver, c'est nous qui avons bombardé, parce qu'il va y avoir forcément des pertes chez les civils. Et en particulier, Churchill dit qu'il ne veut pas salir la réputation de la RAF aux yeux du monde en bombardant de cette façon. Et malgré tout, donc, il ne va pas arriver parce qu'on va en référer à Roosevelt. Et lui, Roosevelt, il a cette réponse le 31 mai seulement, c'est-à-dire, vous voyez, toutes les discussions qui se font jour. Il dit tout simplement, voilà, c'est ça, parce que quand on parle de son papier, évidemment, après, pour retrouver le papier, c'est difficile. Ah, ça, c'est oui. Bon, enfin, donc je ne le retrouve pas, c'est pas grave. Donc, en fait, Roosevelt dit de toute façon, moi, si mes chefs militaires me disent qu'il faut bombarder, même s'il y a des pertes, c'est triste pour la population civile, eh bien nous bombarderons. Et c'est comme ça donc que les choses finissent par se passer. Il faut savoir aussi que la préparation du bombardement exclut complètement, ou quasiment complètement, les Français. De Gaulle n'apprend la date du débarquement que le 4 juin. Que le 4 juin.
Et il y a même donc le général Koenig, donc, qui est son principal interlocuteur militaire à De Gaulle, son responsable militaire, qui dit, bon, de toute façon, on sait qu'il va y avoir des pertes dans la population civile, il faut essayer de les réduire, mais c'est inévitable. Donc, cette objection, finalement, elle est très rapidement balayée. Ça ne veut pas dire qu'on va faire n'importe quoi. Dans la liste des cibles, je vous ai dit donc, il y a 58 cibles en France, on va en retirer un certain nombre, à la demande des Britanniques, en particulier les 2 gares qui sont les plus proches de Paris, dont la gare de la Chapelle, qui ne sera pas bombardée. Mais malgré tout, donc, le plan, alors, qui apporte un nom, à la différence de tous les autres plans du débarquement, par exemple, bon, vous le connaissez, Fortitude, c'était pour fortitude, pour faire croire que le débarquement allait avoir lieu dans le Pas-de-Calais. Bon. Et alors évidemment, vous imaginez bien que les cibles qui ont été choisies par les Alliés, les fameuses 79 cibles, dont 58 en France, elles sont sur un espace large, parce que c'est pas la route de la Normandie, sinon les Allemands, enfin quand même, ils ne sont pas idiots, ils auraient bien compris où avait lieu le débarquement. Donc on a une zone qui est beaucoup plus large que la zone qui va être véritablement concernée par les opérations de débarquement. Et donc finalement, donc ce plan, il a un nom tout bête, c'est le plan transport. Transportation Plan. Plan transport. Qui doit donc fonctionner jusqu'au jour du débarquement. Après, c'est un autre plan qui va entrer en vigueur, notamment celui dont vont être victimes un certain nombre de populations de Normandie, toutes ces localités de Normandie qui ont laissé pas mal de victimes aussi, mais c'est plus le plan transport. Alors le bilan du plan transport, enfin, c'est un grand débat. Alors si vous prenez Eisenhower, évidemment, lui il va vous dire que le plan transport, dans notre plan de bataille, il écrit dans ses mémoires, Croisade pour l'Europe, dans notre plan de bataille, la destruction effective des points stratégiques, des routes et des voies ferrées, conduisant à la région cible, la Normandie, pour nos opérations, jouait un rôle décisif. Pour lui, c'est évident, il fallait le faire. Mais alors que les historiens, depuis un certain nombre d'années, se disputent un petit peu, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Alors il y a par exemple une thèse qui est sortie en ligne maintenant qui s'appelle La stratégie de la destruction de Jean-Charles Foucrier. Sa conclusion, je vous la lis, c'est les bombardements du Transportation Plan n'étaient probablement pas nécessaires. Plusieurs arguments suggèrent qu'ils n'étaient pas indispensables, sans être inutiles. Et qu'il Normand, j'en sais rien. Et il conclut, il n'est peut-être pas tout simplement possible d'écrire une histoire à peu près correcte des bombardements sur la France au printemps 1944. Bon, moi je n'ai pas essayé pour l'instant, donc je vous ai seulement donné quelques informations. Toujours est-il que c'est un sujet qui est resté longtemps tabou. Vous avez montré le potentiel explosif sur le plan idéologique, puisque dénoncer les bombardements alliés, en tout cas leurs conséquences dramatiques pour la population française, c'est faire le jeu des Allemands. Alors, les Allemands d'ailleurs ne s'y trompent pas, on peut passer peut-être... ça c'est une... Oui, c'était pour montrer que... Alors, vous n'êtes peut-être pas arrivé à lire le Courrier de l'air, parce qu'il n'y a pas que des bombes qui tombent du ciel. Il y a aussi des petits journaux, dont un journal que les Américains le font également, mais là c'est le journal distribué par la RAF, qui est en français, donc qui s'appelle le Courrier de l'air. En français, mais pas très très bien rédigé d'ailleurs, vous allez voir. Et donc, si vous arrivez à lire ce qui est écrit, c'est un petit avis donc, qui annonce que la population va être, un certain nombre de centres ferroviaires français vont être bombardés et qu'il faut prendre ces dispositions pour essayer de s'éloigner et ne pas risquer d'être victime de ces bombardements. Alors ça, c'est l'image
Bon, ça ravirait M. Zuckerman, évidemment, puisqu'on voit une locomotive qui est hors d'usage. Et de toute façon, c'est la question, est-ce que ça a vraiment freiné la progression des renforts? C'est vraiment discuté chez les historiens. Après, il y a la question de la résistance. Est-ce que la résistance pouvait jouer le même rôle en sabotant les machines, en faisant dérailler les trains, etc. Bon, en fait, l'impact de la résistance, il commence surtout au lendemain du débarquement, avec le plan vert. Et en fait, le bilan n'est quand même pas des centaines de locomotives, enfin des milliers de locomotives, je veux dire. Donc, voilà, ça c'est la question. Mais surtout, c'est du pain béni, comme je vous le disais, pour la propagande. Et là, tu peux passer cette image. La censure est là. Il n'y en a pas? Si, il y en a une. Si, il y en a une. Ça s'arrête là. Ça s'arrête, la dernière. Non, c'est le image. Il n'y en a plus. Bah, il n'y a pas Jeanne d'Arc? Ah non. Ah bah alors c'est du sabotage. C'est cette image alors, qui a été éditée par la propagande allemande au lendemain du bombardement de Rouen. Vous l'avez sans doute déjà vu. Les assassins reviennent toujours sur les lieux de leur crime, avec Jeanne d'Arc qui brûle donc sur son bûcher en 1431, sur fond et au fond la cathédrale de Rouen qui brûle également. Il n'y en a pas d'autre, non? Non, c'est tout. Ah bon, d'accord, c'est une erreur de ma part. Là. Il y a un trou de billon. Et donc, évidemment, ça fait beaucoup de mal. En plus, il y a un sentiment anglophobe en France, vous rappelez-vous, Dunkerque, Mercey-le-Kélir, etc., qui est agité depuis 1940-41 par la propagande de Vichy. Donc, c'est vrai que... Mais, malgré tout, il y a relativement peu de signes, on entend les salauds, etc., mais il n'y a pas de manifestation massive, si vous voulez, contre ces bombardements alliés. Il y a une sorte de fatalisme, il faut bien que ça se fasse, quoi, si on veut que le débarquement ait lieu et que la libération arrive. Et alors on revient à Laon, pour finir, puisque je vous ai promis l'explication. Alors quand même déjà un bilan de ces bombardements à Laon. Donc le bilan, je vous l'ai donné sur le plan humain, normalement, officiellement, 49 morts. 90 blessés, enfin c'est relativement peu. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les Britanniques avaient un service d'évaluation des pertes. Et pour Laon, donc qui à l'époque fait à peu près 19 000 habitants, ils prévoyaient des pertes au niveau de 1240 morts. Et dans le livre de Faucrier, donc, il cite une archive, une pièce d'archive donc de Norwich. Il ne donne pas de date malheureusement, mais on peut peut-être le savoir. Donc le curseur des pertes constatées est à 21. 21, c'est comme par hasard les 7 morts du 23 mars, les 14 morts du 11 avril. Ça veut dire que le bilan, il est peut-être arrêté au 15 avril. En tout cas, avant le 23, puisqu'il y aurait 5 morts en plus. Mais quoi qu'il en soit, que ce soit 21 morts ou 49, ça n'a rien à voir avec 1240. Et en particulier, c'est là qu'on peut sans doute imaginer le rôle joué par la défense passive et par toutes les mesures préventives, en particulier d'évacuation, de dispersion des populations. À croire que les Britanniques, dans leurs calculs, n'avaient pas imaginé donc il y aurait ces mesures prises en France. Pour quelle raison? Donc le bilan, il est surtout matériel. L'Hôtel-Dieu est disparu, la gare disparue, la Grande Poste disparue, tout le quartier de la gare disparu.
on estime que Laon est détruit à 40%, sans parler, bien sûr, enfin en comprenant, bien sûr, les habitations, ce qui explique des sinistrés. On estime qu'il y a donc à peu près 4000 sinistrés, et on va construire donc des cités, alors sinistrés, il y a à peu près de sinistrés partiels, totales, etc. On va construire des cités d'urgence, notamment la fameuse cité dite Sauveau, puisqu'il va y avoir très rapidement en 1946 une rue Sauveau qui existe toujours là derrière le lycée, cette cité Sauveau donc qui va accueillir, pas très loin d'ici, là, à l'époque on pouvait le voir de ses fenêtres, un certain nombre de réfugiés sinistrés par les bombardements. Alors ça va amener évidemment une recomposition complète du paysage urbain. Aujourd'hui, quand vous êtes dans Laon, il y a tout le quartier de la gare, y compris le boulevard Brossolette qui n'existe pas avant 1940, tout cela est complètement remodelé. Et c'est l'œuvre donc d'un architecte qui s'appelle André Croiset, qui est missionné donc par la municipalité de Vendrée en 1946 pour faire un plan Croiset. Alors un plan alors c'est un disciple, personnage intéressant, André Croiset. Moi je suis assez étonné qu'il n'y ait pas de rue ou de voie, justement. Je suis un maniaque de l'odomanie, je sais bien, mais il n'y ait pas de rue dédiée à André Croiset, sauf erreur de ma part. Parce qu'il a quand même contribué à donner à Lens son image actuelle. Alors, disciple de Le Corbusier, alors c'est aussi un architecte qui est très engagé politiquement, il est membre du Parti communiste, il est membre du Conseil national de l'architecture qui est mis en place en décembre 1944 pour remplacer l'ordre des architectes de Vichy, ce qui est quand même pas rien, donc il est issu de la résistance. Et c'est, disciple de Le Corbusier, donc très intéressé par le zoning, le zonage, sur le plan des fonctions urbaines. Et puis, c'est quelqu'un qui n'est pas sectaire. Il est, peut-être disciple de Le Corbusier, qui a fait Ronchamp, qui a fait un couvent, etc. Il fait 3 églises. Il fera ensuite le Sauvoir. Le quartier Champagne, c'est le plan Croiset 2. Il va reconstruire l'église de la vallée Aublay, par exemple. Donc c'est un personnage qui est assez intéressant. Puis alors, un peu futuriste, il prévoit, alors est-ce une prémonition du POMA, des téléphériques qui doivent relier la ville basse à la ville haute. Il prévoit à la place de l'escalier municipal un escalier couvert d'immeubles, où il y aurait la cité administrative. Une sorte de... Et en même temps, n'oubliez pas qu'à chaque fois que vous allez sortir de la gare, vous voyez cette avenue Carnot donc élargie, avec la perspective vers la cathédrale. Superbe image, superbe coup d'œil. Vous avez forcément fait une photo un jour ou l'autre. Eh bien, ça, c'est à André Croiset que vous le devez. Et au bombardement également, bien sûr. Et puis, on revient à nos moutons. Nos moutons, c'était les histoires de rue au départ. Alors, ces rues de l'abbé Bossu, ces rues Schaeffer, Hinault, Marie-Catherine, Sauvrezy, faut pas croire la couleur des plaques. Elles sont toutes de la même année, toutes issues de la même délibération. Une délibération qui date du mois d'août 1959, 15 ans après la libération. Et si on regarde la délibération, c'est très intéressant, parce que c'est sans doute une décision du conseil municipal qui a concerné le plus grand nombre de rues à la fois, pour leur donner des noms. Il n'y a pas moins de 37 noms de rues, tout en relation avec la Deuxième Guerre mondiale. Plus l'école Louise Macot, puisque Louise Macot n'a pas de rue à son nom, mais elle a eu un groupe scolaire. Et c'est très intéressant de voir quels sont les attendus de cette délibération, qui met tout le monde finalement ensemble, les victimes des bombardements,
et puis les héros de la résistance, les déportés, etc. Alors, cette délibération du 19 août 59, donc la mairie à l'époque c'est toujours Marcel Levindrey. C'est seulement donc en 1965 qu'il est battu par Guy Sabatier, hein, qui lui a ravi donc, c'est pas lui qui lui avait ravi le poste de député en 1958, mais un certain Gilbert Devèze, hein, avant que Sabatier lui devienne à son tour donc député. Donc c'est toujours Marcel Levindrey avec une municipalité d'union de la gauche, enfin ça ne s'appelle pas encore tout à fait comme ça, mais il y a des communistes, c'est très large. Vous allez voir, c'est assez intéressant de connaître cela pour voir cette délibération. Alors que veut faire Levindrey dans cette délibération? Il veut rendre hommage à la mémoire de tous ceux épris d'un idéal sublime. 2 points. La défense de leur patrie, qui sont tombés au champ d'honneur, victimes héroïques, sacrifiées pour la grandeur et la pérennité du pays. Aujourd'hui, on a tendance à opposer la victimisation, enfin les victimes et les héros, si vous voulez. Et là, vous avez une formidable phrase qui allie les 2 termes, si vous voulez, hein, qui utilise la force des 2 mots, les victimes héroïques sacrifiées. C'est quand même extraordinaire comme formule. Et alors, il va y avoir un inventaire, alors non pas à la Prévert, on va dire à la Levindrey, bon, qui va comprendre, pour les nouvelles rues à dénommer, 10 victimes lannoises de la déportation. Je reprends les termes exacts de la délibération. Là, vous avez donc Perbal, des gens comme cela. 6 victimes lannoises de la résistance. Jean Martin, Daniel Tarpin. Bon. Daniel Tarpin, mais alors lui qui meurt dans le maquis des Ardennes, là, au Manise, mais il n'y a pas son copain Marcel Bleuet qui aura une rue plus tard. Bon. 3 victimes régionales de la résistance. Qu'est-ce que c'est que des victimes régionales? Eh bien, c'est Pierre Curtil, c'est Armand Brinveuf, c'est Joseph Roux. 14 personnalités ayant lutté contre l'occupation ennemie. Alors là, c'est vraiment le melting pot absolu. Léon Blum, socialiste. Édouard Herriot, radical. Vous avez Marc Sangnier, démocrate chrétien. Vous avez Jolieu-Curie, communiste. Jean Moulin. Delade de Tassigny. Vous voyez, donc, on a un discours qui est volontiers unanimiste. Il ne faut pas oublier qu'on est au tout début de la Ve République et qu'on est aussi... il y a cette période de guerre d'Algérie, hein, voir le contexte aussi international et national. Et il y a, pour finir, 5 rues à la mémoire des victimes des bombardements. Mais il ne dit pas seulement victimes des bombardements, il dit et de la libération. Ce qui montre le lien qu'il veut absolument établir entre justement ces bombardements alliés qui ont permis la libération. Une sorte de pied de nez à l'article de Westerkamp, là, dans l'Argus, hein, qui ironisait sur les libérateurs qui sont des criminels. Et là, c'est quand même très intéressant parce qu'à l'époque, on parle très très peu des victimes des bombardements en France. On en parle depuis, en fait, on commence vraiment à en parler depuis 1994. C'est la première fois qu'on a sorti, à l'occasion du cinquantenaire du débarquement de Normandie, le sort de ces populations qui sont sous les bombes, hein, en Normandie, avec des milliers de morts. Le premier livre d'ensemble qui paraît en France, c'est 1997, c'est celui-ci, Édith Florentin, donc qui est un ancien résistant normand, quand les Alliés bombardaient la France, 1940-1945. Dans l'Aisne, on est peut-être un peu moins mal loti, enfin, il y a quelques exceptions. Alors il y en a une notamment que je ne peux manquer, évidemment, toujours le Chemin des Dames. Nobécourt, le fameux auteur des Fantassins du Chemin des Dames en 1966, il a écrit en 1948 Rouen bombardé.
Rouen, où les assassins reviennent sur les lieux de leur crime, hein, pour rappeler donc la mémoire de ces bombardements qui ont endeuillé l'agglomération rouennaise. Et puis dans l'Aisne, nous on a Jean Alade, hein, qui en 1985 a fait paraître un livre qui s'appelle La guerre aérienne et la libération de l'Aisne, où il y a un chapitre entier qui est consacré au bombardement des villes de l'Aisne. Il reprend un travail qu'il avait fait précédemment, donc pour Terny en 1975. Et d'ailleurs, Édith Florentin fait je ne vais pas dire du plagiat, enfin il reprend quasiment mot pour mot, hein, pour ce qui concerne l'Aisne, ce qu'a écrit Jean Alade, qui est cité, hein, c'est pas du pillage intégral. Donc voilà, c'est un sujet qui est... Mais là, on voit que Laon, finalement, vous avez Assotteville-les-Rouen, ça fait seulement quelques années qu'il y a une place des victimes du bombardement. Alors qu'il y a un bombardement qui a fait quelques centaines de morts, plus de 600 morts, hein, en 1944, avec un monument, un bloc de béton. Mais c'est très récent. Nous, à Laon, il y a cette mémoire des bombardements donc, qui existe depuis maintenant, ça fait 55 ans, 75 ans. Non, c'est ça. 59, 59, ça fait 65 ans, c'est ça, oui. Donc, ça c'est quand même intéressant à noter, et surtout, alors, on est cette année une année de commémoration encore, Éric Thierry l'a rappelé, c'est les 80 ans de la libération. Sur le plan de, bon, est-ce qu'on ne peut pas essayer de faire quelque chose? Parce que pour la loi d'aujourd'hui, je ne parle pas seulement des jeunes, hein, quand vous lisez sur une plaque victime des bombardements, est-ce que vous pensez forcément au bombardement de 1944? Est-ce que vous pensez forcément que ces bombardements sont les annonciateurs de la libération? C'est pas sûr. Est-ce qu'il ne faudrait pas, bon, déjà harmoniser les plaques, parce que s'il y en a quand même bon, qui font, enfin ça fait, on voit à différentes époques, on a l'impression que c'est pas du tout la même origine d'événement, le même événement qui est concerné. Moi, je vais même plus loin. La rue Schaeffer, bon, maintenant Madame Schaeffer est décédée, est-ce qu'il ne faudrait pas remplacer la rue Schaeffer par une rue des victimes des bombardements de 1944? Il y aurait au moins l'intérêt de rappeler donc une date et un événement précis. Bon, et puis il y a peut-être, quand on regarde la liste des 37 noms qui sont cités par Levindrey là, pour soutenir cette délibération de 1959, vous savez qui est Joseph Roux, figure régionale de la résistance. Donc ça serait peut-être intéressant de faire un petit document rappelant qui sont ces personnages qui sont honorés à travers les rues de Laon. Et puis il ne faut pas oublier que 2024, c'est pas seulement le 80e anniversaire de la libération. Non, la libération c'est 44. Je ne parle pas de la fin de la guerre, je parle de la libération. C'est bien la libération qui va être commémorée au mois d'août 2024, non? On est aussi en 2024 à un moment où jamais autant on aura parlé de l'éventualité d'un nouveau conflit. Il y a l'Ukraine, il y a le Moyen-Orient. Et moi, en lisant il y a quelques semaines, là, c'est en compulsant ces archives de Laon et de la défense passive, je me posais une question en voyant toute cette organisation qui s'était mise en place donc, progressivement dans les années 30 et qui a servi, je pense l'avoir montré. Je me posais la question, je me disais, mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a la même préparation qui est pensée, qui est organisée? Peut-être avez-vous d'ailleurs cette même réflexion en m'écoutant tout à l'heure. Je vous remercie. Merci.
excusez-moi pour avoir raté la photo enfin, l'affiche de Jeanne d'Arc, mais allez sur Internet, il n'y a pas de problème. Je vois quelques archivistes là. Tu nous as pas parlé du bombardement des archives départementales. Oui, c'est vrai. Mais alors, c'est pas tellement les archives départementales, c'est un bâtiment annexe de la préfecture. Hein, c'est où se trouvaient les archives départementales. Et alors, je crois ne pas me tromper en disant que c'est pas le bombardement qui a détruit ou qui a endommagé les archives, c'est le fait de laisser le bâtiment aux intempéries, parce que le plafond était à moitié crevé, etc. Ce qui fait que quand on a commencé à se préoccuper des archives, quand on a pu y penser, une fois que d'autres problèmes plus sérieux, plus prioritaires ont été réglés, eh bien, on a découvert que les liasses de papier étaient pourries, complètement trempées, irrécupérables. Et c'est pour cela, donc, il y a eu ces pertes, alors inestimables pour les historiens, bien évidemment, et pour les Ladois de toute façon, notamment toute la période de l'entre-deux-guerres, toute la série M, etc. Mais non, j'ai pas voulu en parler. Bon, il y a tellement de choses. J'aime bien les rues, l'histoire des rues. Oui. C'est lors de quel bombardement que le cimetière il y avait un cimetière justement au bout de la rue Schaeffer actuelle, à l'emplacement des douanes, cimetière des douanes. C'est lors de quel bombardement que le cimetière a été je pense que c'est le bombardement du 11, là, mais je ne... Celui où la famille Schaeffer Oui, celui, c'est là. Je pense, oui, où là, il y a quand même un certain nombre de bombes qui sont tombées là. Mais sinon, j'ai pas... Il y aurait une vraie étude à faire, et aussi en allant en Angleterre, hein, parce que ceux qui ont fait les études sur le plan transport, ils n'ont pas eu le point de vue, si vous voulez, des villes cibles. Ils ont le point de vue de la stratégie, hein, c'est-à-dire les grandes opérations, quels sont les obstacles que rencontrent les stratèges, mais pas tellement comment ça se passe au niveau des villes. Pourquoi Laon, à un moment, va être retenu. Je sais, par exemple, à un moment, Eisenhower accepte que 27 cibles soient mises entre parenthèses pendant quelques temps. Est-ce que Laon faisait partie de ces 27 cibles? Ça serait intéressant. Ça, c'est le 27 avril. Eisenhower, donc, pour quelques jours, dit voilà, bon, effectivement, c'est toujours ces hésitations, et puis il y a toujours les pressions des uns et des autres, enfin, il faut calmer le jeu, etc. Donc, c'est un peu compliqué pour lui. Mais donc, ça serait intéressant pour nous de savoir si Laon... il y a peut-être un cinquième bombardement qui était prévu et qui a été simplement effacé. Hein. Et c'est quand même remarquable qu'il y ait 4 opérations successives. Il n'y a pas beaucoup de villes, hein, qui ont été autant ciblées. Dernier, Hirson ont été très largement ciblés, avec beaucoup plus de dégâts que Laon, et notamment beaucoup plus de morts. Oui, bien sûr, mais parce qu'ils n'ont peut-être pas ils n'ont pas une bonne défense passive. Non, les bombardements ont été extrêmement violents. Les gars étaient plus... oui, enfin bon, combien il y en a eu? Il y en a eu 3. Il y en a 4, je crois, à Hirson, et 3 à Terni. Oui, c'est ça. Le premier bombardement, il y a eu 100 morts. Oui, ben c'est ce que j'ai dit, oui. Et le deuxième, 82, oui. Non, mais il y a beaucoup plus de bombes. Oui, je ne dis pas que c'est de la gueulade. Voilà, bah merci beaucoup. Merci. Donc maintenant, je vous invite à passer dans la salle Louis Maco. On peut prendre le couloir qui est là.